J'accueille maintenant le ministre des Solidarités et de la Santé, M. Olivier Véran. Monsieur le ministre, cher Olivier, merci de nous rejoindre. Cher Guy Valencien, je suis très heureux de vous rejoindre. À Paris, à titre exceptionnel, j'avais toujours beaucoup de plaisir à participer avec vous directement à Chamonix, à cette convention importante pour le monde de la santé. C'est vrai que vous y êtes venu plusieurs fois, je m'en souviens, et merci aussi. Alors j'ai plusieurs questions à vous poser, au-delà de la pandémie actuelle que l'on sait toujours très préoccupante et contre laquelle vous agissez sans relâche avec toute la difficulté de prévoir l'imprévisible. Je dois vous dire que nous sommes nombreux chez les personnels soignants à comprendre vos décisions que des maires totalement irresponsables contestent à tort dans une violence verbale déplacée. Moyennant quoi, j'ai quelques questions. La première, c'est quelles sont les 3 propositions de transformation dans l'organisation du système de santé sorti du Ségur de la santé qui vous semblent les plus à même d'améliorer le système? Il y en a beaucoup plus que 3, j'allais dire hélas, vu le temps qui nous a imparti, mais heureusement, considérant le chantier immense qui a été ouvert et conclu en seulement 5 semaines. D'abord, on a fait le retour d'expérience, le rétexte de ce qui s'est passé. L'hôpital, les cliniques, la médecine de ville ne sont plus et ne seront plus les mêmes après la première vague épidémique. Les capacités d'innovation ont été totalement débridées. Tout le monde a été focalisé sur un seul objectif, soigner, soigner et soigner. Tout le monde me l'a dit. Les équipes soignantes, les équipes médicales m'ont dit toutes les règles de gouvernance habituelles ont été, entre guillemets, balayées dans ce qu'elles avaient de rigide au profit d'un objectif commun, s'occuper des malades. Les soignants se sont montrés, vous l'avez dit, incroyablement solidaires, incroyablement solides. Et enfin, les territoires se sont organisés, ont cassé un certain nombre de silos. Je pense notamment aux silos entre le médico-social et le sanitaire et la médecine de ville. Et c'est de cela dont j'ai souhaité m'inspirer pour faire des propositions du Ségur. Vous me demandez d'en citer 3. Je dirais la télémédecine. On faisait 10 000 actes maximum par semaine, même moins que ça de télémédecine. J'ai enlevé tout ce qui freinait. On a autorisé le téléphone. On a autorisé la téléconsultation par les infirmières, par les kinés. Ma mère, qui s'était fait opérer d'une prothèse de hanche, a fait, depuis sa petite maison en Provence, confinée et protégée du reste du monde, ses séances de rééducation par écran interposé avec son kiné, par écran interposé. Nous avons mis en place le 100%, c'est-à-dire pris en charge à 100% par l'assurance maladie, sans avance de frais. Et ainsi, nous sommes montés au-dessus d'1 million d'actes de télémédecine par semaine. Comme quoi, il y avait de l'attente, il y avait une demande. Elle était étouffée par les contraintes, et ces contraintes, j'ai souhaité, dans la durée, la plupart d'entre elles en tout cas, les faire sauter pour qu'on reste à un niveau de téléconsultation important. Ça, c'est quelque chose qui sera majeur. 2, la gouvernance, la médicalisation des EHPAD, l'introduction majorée de l'hospitalisation à domicile dans les EHPAD, l'intervention des médecins libéraux dans les EHPAD et le lien plus fort entre les EHPAD et le système hospitalier. C'est une question, c'est un enjeu qui est important. En termes de permanence, de continuité des soins, le SAS s'est mis en place presque tout seul par endroits. Avec le développement des CPTS, et je suis allé dans un grand nombre de territoires où j'étais moi-même surpris de constater que les élus, les ARS, les habitants et les soignants plébiscitaient le modèle de CPTS. On le développe partout, on l'encourage à travers les négociations conventionnelles et on amplifie le mouvement d'installation du SAS. Voilà 3 mesures, et évidemment les mesures salariales qui ont démarré, 8,2 milliards, c'est jamais arrivé. 8 milliards, Guy, pour plus d'1,5 million de soignants. Ça va changer aussi la donne parce que les postes redeviendront attractifs. Donc ils seront à nouveau occupés, les plannings seront à nouveau complétés et on va redonner du sens à l'ensemble des acteurs. D'accord. Alors quelles mesures concrètes comptez-vous prendre pour faciliter justement la gouvernance du système de l'hôpital, des cliniques, de la médecine de ville, les infirmiers et tous les professionnels? Le Premier ministre, on l'a déjà dit, a parlé d'un choc de simplification, mais que va-t-on faire de tous les organismes? Je cite la DGS, la DSS, la DGOS, HAS, Agences multiples et variées, Haut Conseil, Institut, GHT, CPTS, URPS, CNP, près de 50 en tout. Chaque crise voyant naître une nouvelle entité. Aujourd'hui, on s'y perd et on y perd. Ne doit-on pas supprimer certains d'entre eux et regrouper les autres? C'est une question qui est compliquée. Moi, j'aurais même dit, je crois qu'il y a 15 territoires de santé différents dans notre pays. Il y a 15 niveaux de territoires de santé différents. Donc effectivement, on s'y perd. À moins d'être vraiment la tête dans les dossiers, travailler au ministère, c'est très compliqué de s'y retrouver. Pour autant, il y a des choses qui font sens. Moi, je souhaite en tout cas instaurer une règle, c'est de la flexibilité, de la souplesse et de l'adaptation à la nature des territoires. Si je prends l'exemple d'un GHT, pourquoi est-ce qu'un GHT ne pourrait pas sortir hors des limites d'un département quand la répartition des hôpitaux
normalement, imposerait d'arriver à sortir du cadre du département. Parfois, il y a des règles territoriales qui sont trop rigides. L'organisation des agences et des structures, est-ce qu'il faut concentrer? Vous savez, j'étais en commission d'enquête au Sénat hier, et la question qu'ils m'ont posée, c'est est-ce qu'on a bien fait de concentrer les PRUS, l'INPES, l'INVS? Est-ce qu'on n'a pas perdu la spécificité d'action de l'EPRUS en créant Santé publique France? Donc attention, parfois la concentration n'est pas forcément la meilleure des solutions. En revanche, moi je souhaite, à l'échelle des établissements par exemple, accorder le maximum de souplesse. Je veux qu'on puisse restaurer les services hospitaliers là où ça fait sens, les pôles hospitaliers les maintenir là où ça fait sens, voire garder les deux, pourquoi pas. Donc avoir plutôt, je dirais, rendre les choses moins opposables qu'elles le sont aujourd'hui. Et la structure des agences, le paysage des agences, si je devais faire une modification, et je la ferais, ce sera renforcer l'échelle départementale des ARS pour davantage de proximité, davantage de connaissances fines du territoire. D'accord. En ce qui concerne les hôpitaux, on peut dire quand même que globalement, l'un des gros points noirs, c'est le management. On utilise des mots issus de l'entreprise sans concrètement les appliquer, ce qui rend les acteurs assez violents. On administre plus qu'on ne dynamise, et ne faudrait-il pas créer de vraies formations au management et à l'économie pour les médecins candidats à la chefferie de service et de pôle, et pour les futurs directeurs, mais tous ensemble? Moi, vous savez, dans un monde idéal, j'irais même au-delà, Guy. Moi, j'ai fait de la médecine. J'ai eu 6 ans de socle commun en étant neurologue avec mes copains orthopédistes. On ne fait pas forcément le même métier. J'ai eu aucune année en commun avec les infirmières avec lesquelles je travaillais. Aucun socle commun avec les kinés avec lesquels je travaillais. Moi, je pense qu'on peut demain aller vers un espèce... Bon, c'est pas la question que vous me posez, mais cela dit, j'y réfléchis quand même. Si. La formation management, elle est essentielle. On ne peut pas piloter des équipes si on n'a pas appris à piloter des équipes. Il y en a qui sont doués naturellement, eh bien tant mieux. Mais c'est compliqué d'être totipotent, polyvalent, au point d'être un grand chercheur, un grand enseignant, un grand médecin, clinicien, et en même temps être un grand manager. Ça existe, j'en ai un en face de moi, mais il n'y en a pas forcément partout. Donc il faut aller chercher les pépites là où elles existent, identifier les talents là où ils existent, être capable d'identifier les personnes qui ont l'appétence pour le management, et pas forcément s'appuyer sur la personne qui aura le plus grand score SIGAP, ou qui aura... Donc il faut aller chercher les gens qui ne sont pas forcément à la base des chefs de service par leur qualité professionnelle médicale ou leur parcours, mais qui ont ça en eux. Donc les identifier, les accompagner, les former et créer des formations communes, ça s'est quand même développé. À Grenoble, il y a un master Sciences Po qui est commun pour les cadres infirmiers, pour le PCME, pour les chefs de pôle et même parfois pour des directeurs. Donc on y tend progressivement, mais c'est vrai que c'est un enjeu, surtout quand on voit la souffrance qu'il y a dans les services, avec parfois des problèmes de management à l'origine. La gestion de conflits est un enjeu majeur pour nos hôpitaux. Tout à fait. On pourrait aussi peut-être envisager que dans les études de médecine, on fasse plus d'infirmerie et de la pharmacie. Il n'est pas normal qu'un médecin ne passe pas 6 mois dans une officine pour voir ce qui se passe. Celui qui prescrit, comment ça se fait, comment on fonctionne ensuite. Sans allonger davantage la durée des études, mais je suis d'accord. Non, sans l'allonger, on est bien d'accord. J'ai eu la chance de travailler comme aide-soignant bien avant de mettre la blouse d'externe en médecine. Ça m'a appris beaucoup de choses. Oui, ça m'a appris beaucoup de choses. Et ça m'a appris aussi un peu la vraie vie telle qu'elle existait dans les EHPAD la nuit, à savoir que si vous êtes aide-soignant, vu que vous n'aviez pas, en tout cas à l'époque, d'infirmière sous la main ou d'infirmière de réseau, ce qu'on est en train de développer, et qu'il était très compliqué à l'époque, en tout cas, de faire venir des médecins la nuit dans les EHPAD, en définitive, quand quelqu'un était en souffrance, les antalgiques, ils étaient prescrits la journée, on les donnait. Donc on était complètement hors des clous, mais c'était ce qu'on appelait le principe de réalité. C'est ça, absolument. Alors l'OCDE nous dit qu'il y a 20% d'actes médicaux inutiles. Si je calcule sur les 200 milliards de dépenses de biens de consommation, de produits de santé, ça fait quand même 40 milliards en France. Ça ferait, point d'interrogation. Alors n'est-il pas temps de tarir ce gâchis et l'évaluation de la pertinence des actes médicaux et infirmiers ainsi que l'analyse de leur qualité n'est réellement pas développée en France? Allez-vous mettre en place une politique volontariste pour améliorer la pertinence et la qualité des pratiques? Mais tout le monde est d'accord pour ça. J'ai jamais rencontré quelqu'un qui me dise qu'il ne faut pas évaluer la pertinence ou la qualité des soins. Il existe un outil aujourd'hui qui fonctionne en médecine de ville, ce sont les ROSP, les rémunérations sur objectifs de santé publique. Moi, je souhaite les développer à d'autres spécialités d'organes que celles qui sont actuellement concernées. Je souhaite également développer les évaluations confraternelles et m'appuyer sur les ordres professionnels pour ce faire. Et puis, j'ai créé dans le Ségur un dispositif qu'on appelle l'engagement collectif, qui est un point important. C'est une forme de politique d'intéressement. Bon, on ne l'appelle pas comme ça parce que sinon, c'était très compliqué de le faire passer aussi, qui va impliquer les équipes médicales, paramédicales, tout le monde, avec une rémunération qui peut atteindre 100 € net par mois quand vous travaillez à l'hôpital,
et qui sera fondé sur des engagements de qualité, de pertinence et d'organisation du parcours. Et cette fois-ci, ce n'est pas une personne qui va toucher des sous parce qu'il est chef de machin. Ce sera toute l'équipe qui, quand elle se mobilise et contractualise, peut toucher ça. Ce n'est pas rien, 100 € net par mois, vous êtes infirmière, vous êtes aide-soignante, et qui s'ajoute à tout le reste. Et puis on développe les indicateurs, et il faut des indicateurs de résultats, au-delà des indicateurs de processus. Il faut des outils de mesure. Les pays du nord de l'Europe sont souvent pris en exemple. Ils ont iShom sur l'évaluation. Seulement, c'est très coûteux en termes d'équivalent temps plein. Hein. C'est très, très coûteux. Moi, je veux bien qu'on développe de la politique de qualité, mais les postes que je veux créer à l'hôpital, je ne veux pas que ce soit des postes administratifs avec des chronomètres pour mesurer des indicateurs. Moi, je veux que ce soit des gens en blouse blanche qui aident, qui soignent et qui améliorent. Donc, il faut qu'avec les moyens dont nous disposons, nous soyons capables de rentrer de plein pied dans cette politique d'évaluation sans que ça fasse peur. L'évaluation n'est pas un gros mot et l'évaluation n'est pas une sanction. J'ai demandé à la présidente de la Haute Autorité de Santé la semaine dernière d'accélérer le mouvement. J'en ai également parlé à la directrice générale de l'offre de soins en lui disant qu'elle me trouverait toujours en appui à chaque fois qu'il y aurait des propositions pour le chemin de cette pertinence et de cette qualité. De toute façon, on n'a pas le choix, ça fait sens. Il reste à trouver la méthode. On va réussir. À mon avis, il y a un petit truc à débloquer et on rentrera de plein pied. Tant mieux, dont acte en tout cas. On retient et on va avancer dans ce sujet, on poussera tout cela. La prévention, elle reste immanquablement le parent pauvre du système de santé, tant sur le plan de son organisation que de son financement. Que comptez-vous promouvoir une vraie politique de prévention dont les résultats, on le sait, sont souvent tardifs, ce qui n'est pas toujours le temps de l'action politique? Vous savez, on vit une époque où l'hygiénisme n'est pas à la mode, ou plutôt les Français en ont marre. Quand je parle des gestes barrières, je vois qu'il y a une partie de l'opinion qui commence à dire il ne faut pas être trop intrusif dans notre vie. Or, on sait que les politiques de prévention les plus efficaces, ça a souvent été des politiques hygiénistes qui interféraient avec le quotidien des Français. Quand on augmente le prix du paquet de cigarettes ou qu'on interdit aux gens de fumer à tel ou tel endroit, c'est nécessaire. Quand on met de la fiscalité sur tel ou tel alcool ou qu'on augmente la taxe sur les sodas, ce que j'ai fait au Parlement, je ne vais pas le renier, c'est important, j'en suis très fier, mais aussi on irrite. Donc il faut être capable d'avoir une politique de prévention qui soit proactive, de rentrer de plein pied dans cette conscience-là. Parce que tout le monde parle de prévention, tout le monde veut qu'on fasse plus de prévention. Mais quand je regarde le panel de mesures qui me sont proposées par les experts, et si j'enlève tout ce qui va être de l'ordre de la fiscalité comportementale, si j'enlève tout ce qui va être de l'ordre de ce qui pourrait être vécu comme intrusif dans la vie des gens, il ne va pas nous rester tant de propositions que ça. Alors il y a eu ce qu'on appelle le priorité prévention en mars 2018 avec 25 propositions qui ont été mises en place et qui continuent de se décliner dans les territoires. Ça fonctionne. Il ne faut pas vous méprendre, Guy, et puis vous me connaissez, moi je suis un farouche partisan de la prévention. Je suis déterminé pour cela. La taxe soda, c'était moi. Le paquet neutre et le paquet de tabac à 10 €, je l'ai porté comme rapporteur. J'ai mis beaucoup de mesures dans toutes les lois. Et si je n'écoutais que moi, j'irais encore beaucoup plus fort sur un certain nombre d'aspects. Le Nutri-Score, pour lequel je me suis battu. La généralisation dans la publicité du Nutri-Score, où j'avais été battu au Parlement, puis j'avais gagné. La question de la publicité pour la malbouffe dans les plages horaires pour les enfants. Toutes ces questions-là. Mais chacun de ces points est un point à polémique, est un point à potentiel discorde et peut constituer une épine irritative. Donc je veux avancer en responsabilité. C'est pourquoi j'ai annoncé qu'il y aurait un Ségur de la santé publique qui va commencer dans les prochaines semaines. Je ne vais pas fonctionner en 5 semaines flash avec un effet blast et 8 milliards d'euros sur la table où il faut conclure, etc. On ne peut pas le faire pour une politique de santé publique. En revanche, je vais m'appuyer sur un collège de sachants, de personnes qui sont expérimentées, qui ont la cote auprès des gens et la confiance, qui seront polyvalents, qui seront pluriprofessionnels pour avoir un abord qui soit non seulement sanitaire, environnemental, économique, social, culturel, mais aussi sociologique, voire philosophique, pourquoi pas, de la question de la santé publique, pour que ce comité d'experts puisse émettre des recommandations, faire turbuler des propositions dans l'opinion et que ça puisse traverser la société, et pour que d'ici au printemps, nous puissions nous dire, voilà, nous sommes à la croisée des chemins. Si on veut avoir une vraie transformation et rentrer de plein pied dans un modèle de santé qui fasse la part belle à la prévention, voilà ce qu'on vous propose. Maintenant, vous nous dites si vous êtes prêts comme société ou si c'est trop compliqué et on va regarder ce qu'on choisit. Donc moi je crois beaucoup à ça et à l'implication citoyenne. D'accord. Il y a à peine 10 jours, Ursula von der Leyen, médecin sans état comme vous et moi, a lancé un plaidoyer pour une Europe de la santé avec notamment l'idée que l'Union européenne pourrait empiéter sur les prérogatives actuelles des pays membres.
il s'agit d'un changement radical vers plus d'intégration à un échelon fédéral. Qu'en pense le ministre de la Santé français et peut-être vos collègues européens avec qui vous discutez en ce moment beaucoup en raison de la pandémie? Il y a peut-être 6 ou 7 ans, j'avais écrit une petite tribune qui avait été publiée dans les Échos qui s'appelait « L'Europe de la santé, c'est un pensée politique ». J'y déplorais plusieurs choses. J'y déplorais le fait que la santé est un sujet qui parle aux gens, un sujet de proximité, un sujet par lequel l'Europe peut montrer qu'elle interfère de la bonne manière dans le quotidien des habitants. Le plus grand risque que court l'Europe, c'est de ne plus être aimée par ses habitants. Et l'Europe de la santé est un moyen de se rapprocher de la population, de l'individu, du citoyen et de parler au quotidien. Je disais qu'on était à peu près équipé pour faire face à des pandémies. Les premières semaines de crise ont montré ô combien c'était difficile. Oui. Ô combien c'était difficile. Vous avez eu du mal de se coordonner. entre différents pays. On travaille beaucoup avec Jens Spahn, qui est votre invité un peu plus tard dans ce congrès. Je travaille beaucoup aussi avec le ministre italien, Roberto, avec Salvador, le ministre espagnol. On se réunit au moins une fois par semaine, on s'appelle, on s'envoie des WhatsApp, on a des boucles de ministres de la Santé européens, figurez-vous, Guy. Eh oui, ça marche aussi ici. Ça marche très bien. On s'échange des infos, on essaye de réagir de façon intelligente et cohérente. Je suis allé à Rome, à Bruxelles, je suis allé à Genève. Mais c'est difficile, parce qu'on n'est pas équipé à la base pour ça. Et moi, je considère que l'Europe de la santé, elle doit avoir plusieurs objectifs. Un objectif de souveraineté, quand on parle de production de médicaments, de dépendance en équipement de protection. Jamais, à l'échelle de la nation, on ne pourra devenir totalement indépendant en matière de fabrication de médicaments ou d'importation de matières premières. Donc il faut penser européen. Il faut penser européen. Sur l'innovation et la recherche, il faut penser européen. Il faut que les équipes de recherche, surtout sur des recherches structurées, sur des petits secteurs, puissent davantage se coordonner avec des fonds davantage européens de financement de ces projets de recherche. Je crois aussi fondamentalement on ne pourra jamais l'harmoniser, mais il faut tendre vers des règles communes en matière de protection sociale. Parce que les différents modèles de protection sociale pénalisent l'Europe dans sa construction par endroits. Et puis les inégalités et la santé publique. C'est dur. Pourquoi je ne peux pas généraliser aujourd'hui le Nutri-Score comme je le souhaiterais? Parce qu'il y aurait un risque important de procédures européennes lancées par des pays comme le Portugal et l'Italie, là où l'Allemagne, la Belgique, les Pays-Bas ont basculé de notre côté et avancent. Donc si on n'a pas une structure qui est un moment capable de se dire « nous allons fixer des objectifs de santé publique », on n'y arrivera pas. Or, Guy, on partage la même monnaie, on a 10 ans d'espérance de vie de plus ou de moins selon le pays de l'Union européenne dans lequel on vit. Bien sûr. Et on a une mortalité infantile qui va d'un facteur 1 à 5 Absolument. D'un pays à l'autre. Donc si on veut avoir une Europe qui fasse sens, pour moi, elle doit passer par une Europe de la santé. Donc je suis tout à fait d'accord pour qu'on aille vers davantage d'intégration des politiques sanitaires. Alors, est-ce qu'on pourrait, dans ce cadre-là, partir avec ceux qui veulent bien, peut-être à 3 ou 4, pas forcément les 27? Mais c'est ce que nous avons fait. Je vais vous donner un exemple. Voilà. Pour la recherche en vaccins, on s'est dit, avec mes copains allemands, hollandais et italiens, on était 4, on a fait ce qu'on appelle le TIVA. C'est presque comme le TAVI, mais c'est le TIVA. Et on s'est dit, on ne peut pas avancer à 27 pour aller contractualiser avec les labos qui font de la recherche sur les vaccins. Or, il faut qu'on soit sûr que lorsqu'il y aura un vaccin efficace et sûr, on puisse en faire bénéficier l'ensemble des Européens. Donc on s'est dit tous les 4, on va aller voir le premier labo qui est le plus avancé. On va en prendre un qui n'est ni allemand, ni hollandais, ni italien, ni français. On va aller voir les Anglais. AstraZeneca, c'est une recherche qui est développée par l'université d'Oxford, recherche publique. C'est les premiers à être entrés en phase 3, je crois, de mémoire. Oui. On est allé les voir, on leur a dit, voilà, on voudrait faire une précommande de 300 millions de doses. Pour toute l'Europe. On ne réfléchit pas pour nos 4 pays, pour toute l'Europe. Est-ce qu'on peut faire des clauses contractuelles? Donc on s'est tapé la lecture, la réécriture des contrats, sur l'accès aux données, des clauses de sécurité. On a fini par toper avec eux. Puis après, on allait voir la commissaire européenne, Stella Kyriakides, et on lui a dit, voilà, nous on a fait ça. Maintenant, ce qu'on vous propose, à 27, vous pouvez récupérer la machine maintenant qu'elle fonctionne. La Commission européenne a dit « OK, on va le faire ». Donc, ils l'ont récupéré. Donc, ils ont récupéré ce contrat. Et ensuite, ils ont développé des systèmes de précommande et de commande fermes quand les vaccins sont sûrs. Et ensuite, ils ont dit bah, « Maintenant, on va nommer des experts européens qui vont aller voir chacun des labos qui travaillent sur le vaccin et qui vont passer ce système de précommande. » Et nous, on s'est retirés, les 4 pays, en disant « Maintenant, le système est mature, on laisse faire l'Europe des 27 ». Bien sûr qu'il faut commencer comme ça. D'accord. L'économie digitale, comment garantir la souveraineté nationale dans le plan de relance en santé
n'y a-t-il pas en France des entreprises capables de répondre à la commande publique afin de ne pas rester sous l'emprise numérique des USA? Suivez mon regard, je cite Microsoft. Non seulement je crois qu'on a des entreprises qui sont capables d'assurer notre souveraineté en la matière, mais je crois aussi qu'on a des entreprises qui sont capables d'étendre notre souveraineté au-delà du territoire national. On a de très grands acteurs du numérique en santé, de très grands acteurs. Je vais vous donner un autre exemple que celui que vous citez, parce qu'effectivement, il peut prêter à discussion. C'est Stop Covid. Stop Covid, on a fait le choix. On travaillait avec les Allemands, pour le coup, avec les Hollandais, avec d'autres pays. Puis eux, à un moment donné, ils ont dit « Ah, ça va être trop compliqué, on va passer par les GAFAM. On va passer par Google et Apple. » Nous, on a dit non. Nous, la sensibilité politique du sujet est telle qu'on ne va pas passer par les GAFAM, ça ne sert à rien, donc on va continuer à développer notre propre logiciel. Et donc, on a développé notre propre structure. Et on l'a fait en 3 semaines. On l'a fait en 3 semaines. Alors, on peut dire que peu de gens l'ont téléchargé. 3 millions, c'est quand même pas rien. Et ça va augmenter. Et surtout, on a fait ce chantier, cet immense chantier architectural numérique. Donc, je crois qu'on peut aller de l'avant. Dans le plan d'investissement le plan France Relance sur la partie santé, il y a un très gros, et c'est moi qui l'ai vraiment souhaité, un très gros volet numérique sur le hard et sur le soft. Sur le hard, parce qu'il faut qu'on équipe les EHPAD, tout le secteur médico-social, les hôpitaux, les libéraux, avec des bécanes qui fonctionnent et qui tournent. Et sur le soft, avec un impératif, c'est l'interopérabilité des systèmes d'information. Ça suffit, cette dispersion-là, qui coûte énormément d'argent, qui fait perdre du temps. Il faut que tout soit interopérable et qu'on puisse développer des logiciels intelligents pour nous aider. Sans SIDEP, c'est le logiciel dans lequel on rentre les tests, on n'arriverait à rien. SIDEP a été développé en près de 3 semaines. Seulement. Et il équipe tous les laboratoires publics et privés de notre pays. Il est relié à Santé publique France, il est relié à l'assurance maladie, il est relié aux ARS. Il fonctionne parfaitement. On a le savoir-faire. Maintenant, on a le budget avec la relance. Allons-y. D'accord. Alors peut-être une dernière question ou deux, on va voir, mais quel est votre regard sur un éventuel transfert assez massif des responsabilités, y compris financières, aux régions en matière de régulation sanitaire? C'est un des gros sujets aujourd'hui, compte tenu de ce qui s'est passé avec la Covid. Que Quand vous dites dites-vous? région, c'est ARS ou conseils régionaux? Alors, on peut avoir un mixte. Quel est le schéma que vous verriez intelligent qui permette de donner de la responsabilité jusqu'aux finances aux régions, tout en gardant bien évidemment la garantie de l'État? Moi, je suis pour davantage de déconcentration, mais pas davantage de décentralisation. Je suis très clair. Et j'ai vécu la crise. J'ai vécu la crise et elle m'a plutôt donné raison. Davantage de déconcentration, quand je disais développer les volets territoriaux, départementaux des ARS, les ARS ont fait un boulot, je le dis, formidable. Et j'ai fait au moins 30 départements distincts depuis le début de la crise, à part un préfet de département. Tous m'ont dit qu'heureusement que les ARS étaient là, que la collaboration avait été très bonne et que ça avait très bien fonctionné. On a eu un endroit, une région de France dans laquelle ça déconnait et il a fallu réagir. Partout ailleurs, les choses ont parfaitement, honnêtement, avec un investissement sans précédent des forces des ARS et je les remercie pour ça. Donc, je crois au modèle des ARS, je veux en renforcer encore une fois le côté, non pas contrôle, évaluation, mais le côté aidant, accompagnateur et renforcer l'échelon départemental. Confier la gestion sanitaire à une collectivité, c'est non, oui. Parce que, 1, il n'y a pas de savoir-faire, 2, il n'y a pas les effectifs et le personnel pour pouvoir le faire, et 3, ce serait beaucoup trop variable et disparate. Et les pays autour de nous, comme l'Espagne par exemple, qui ont davantage régionalisé la gestion du risque, c'est intéressant, c'est vrai. C'est vrai. La décentralisation à l'échelle départementale, ce serait les EHPAD. Ça veut dire qu'on aurait confié, aujourd'hui, ce sont les départements qui ont la gestion des EHPAD. Oui. Qui a fait la distribution des masques? Qui a monté en urgence la médicalisation? Qui a créé le lien entre l'HAD et les EHPAD? Qui a créé les liens entre les filières hospitalières et les EHPAD? Qui a médicalisé en catastrophe la gouvernance des EHPAD là où ça n'était pas le cas? Qui a installé le numérique, la télésanté? Qui a assuré les transports sanitaires? On a un système centralisé, on peut toujours critiquer la centralisation, on peut déconcentrer, mais les acteurs dont nous disposons aujourd'hui sont des acteurs de qualité et je veux davantage les renforcer que les déshabiller. Pour autant, j'ai souhaité, dans le Ségur de la santé, introduire quelque chose de radicalement nouveau qui est permettre aux collectivités de participer autour de table et de participer aux prises de décision sur les investissements. On pète le Copermo, on crée une cellule nationale d'investissement à laquelle participeront systématiquement l'ensemble des élus, des régions, des métropoles, des départements. Aujourd'hui, ils ne peuvent pas le faire. Aujourd'hui, une région qui dit « moi, je décide d'investir 1 million ou 2 millions dans votre projet parce que ça me plaît, mais je voudrais qu'il y ait ça en plus », on lui dit non. Demain, on lui dira « bienvenue ». Ça, c'est quelque chose qui peut changer la donne. D'accord. Ça veut dire que les ARS pourraient avoir
plus de financement que le simple FIR aujourd'hui. On pourrait avoir On ne finance à pas 3 les 000 ARS, euros on par finance les citoyen. projets. On ne finance pas l'ARS, les collectivités participeraient à financer des projets. Et elles auraient leur mot à dire. Oui, oui. Elles auraient leur mot à dire. Il faut davantage impliquer les grands élus dans le fonctionnement des ARS. Il faut que ce soit le président de région, le président de département, il faut que ce soit les présidents des métropoles qui siègent dans les conseils d'administration des ARS, que tout le monde se sente parfaitement impliqué. On changera des règles de gouvernance s'il le faut, mais encore une fois, on s'appuiera sur nos outils. Parfait. Merci, Monsieur le ministre. Merci infiniment d'être venu et j'espère à bientôt. Et je vais à Marseille cet après-midi, donc Pour répondre. merci pour le message de soutien. Voilà.